Quand on pense création musicale, on imagine une guitare, un piano ou même tout simplement une mélodie qu'on fredonne. Perso, j'ai une formation musicale dite classique. On m'a foutu devant un piano, j'ai appris le solfège dans la souffrance pendant plusieurs années, bouffé des partitions de Mozart ou de Beethoven, à apprendre par cœur pour le récital de fin d'année et tout ce qui va avec. Quand j'étais petit peu, j'étais déjà au courant que des softs musicaux existaient sur mes consoles préférées. Je savais que la musique n'était pas seulement acoustique, je suis fan de musique de jeux vidéo, et j'avais suffisamment un cortex cérébral développé pour savoir que la musique pouvait sortir d'une machine. Mon tout premier contact était sur le jeu Korg M01 que j'avais chopé totalement au hasard sur un site de Rome. La marque Korg me parlait déjà. Il y avait un piano Korg dans l'école de musique où j'étudiais à la campagne. Ça m'a surpris qu'il puisse y avoir ce type de jeu sur la DS. Malheureusement, j'y comprenais pas grand chose, j'étais trop jeune pour chercher des infos et m'y investir à 100%. Un peu plus tard, en 2015, j'ai découvert la MAO, grâce à un stream de Mister MV sur Cubase à 4h du matin. Ah bah elle est en A8 hein. Il est en A8 le délai. On va bien trouver un truc nul. J'étais fascinée par la puissance du truc. Un orchestre dans mon ordi? N'importe quel son de mes morceaux préférés juste avec un ordinateur et un rêve? Évidemment, j'étais conquis par le concept même. Ni une ni deux, je demande le clavier MIDI le moins cher à mes parents pour Noël. J'ai une licence Ableton 9 Lite fournie avec, et s'ensuit une formation autodidacte sur quasi 10 ans. Au fur et à mesure des tutos YouTube pour apprendre les basics, mes rencontres avec certaines personnes qui sont dans le même délire que moi, j'apprends plein de choses. Je pirate, j'achète bien sûr mes VST, mon Ableton Live Suite, Ouais, ça doit être ça. Ouais. et progressivement je me tourne sur comment faire de la musique de jeux vidéo. Donc je vais sur YouTube, je me renseigne sur les VST à utiliser, souvent on me conseille des marques japonaises comme Roland ou Korg. Puis en soft, titille ma curiosité. Utilisé sur iPad, PS5 et Switch, je tombe sur une démonstration complète qui montre comment faire de la musique avec une Nintendo Switch. Et là, une question me traverse l'esprit. Est-ce que faire de la musique sur console, c'est encore pertinent aujourd'hui ? Je vais pas faire un TPE sur Korg, même si l'histoire de cette boîte est passionnante. On y serait encore tant il y a de choses à dire. Entre les synthétiseurs et les boîtes à rythme, Korg a marqué l'histoire de la musique du début des années 70 à aujourd'hui. Mais un peu de contexte ne fait jamais de mal. Créé en 1962 à Tokyo par Tsutomu Kato, un patron de discothèque, et Tadashi Osanai, un accordéoniste, Osanai se produisait sur la scène de Kato, accompagné d'une boîte à rythme dont il n'était pas entièrement satisfait. Frustrés, ils décidèrent de fonder Keio Electronic Laboratories. Ça sort une boîte à rythme électromécanique baptisée Donka Matic DA-20. Remarqué par la scène musicale et certains ingénieurs, Kato est contacté par Fumio Mieda, qui voulait construire des claviers et spécifiquement des orgues électroniques. Il présente un prototype 18 mois plus tard avec des capacités de programmation vocale vendues à 50 exemplaires. De boîte à rythme à l'orgue, Keio change de nom et devient Korg, contraction de Keio Organ. Did you get it? Mais Korg Gadget sur Nintendo Switch du coup. J'y viens, c'est pas la première fois que Korg s'attaque au marché des consoles pour y proposer ses logiciels. Vous vous souvenez, j'ai dit au début de la vidéo que j'avais découvert leur jeu la première fois au pif sur un site de Rome. Et bah figurez-vous que c'est une idée venant de Nobuyoshi Sano. Mais si, vous savez, le compositeur de Tekken. Je raccourcis un peu, mais je vous explique tout ça. Aussi connu sous le pseudo Sano Denji, Sano commence sa carrière au début des années 90 chez Namco. Il travaille sur des jeux d'arcade, puis des licences majeures comme Ridge Racer ou Tekken. Son style s'inspire fortement de la scène électro des années 90 et contribue à installer une identité sonore moderne, notamment dans les jeux de combat et de course. En 2001, après avoir quitté Namco, Sano rejoint le studio Cavia et participe à plusieurs projets aux approches musicales plus expérimentales.
Vous sentez l'éléphant dans la pièce? Oui, je vais devoir vous parler de Drakengard. Die, die, die! Very well. Now we shall see these flames burn hottest. Drakengard ou Dragon Dragoon au Japon est une série de jeux vidéo initiée en 2003 par le studio Cavia Inc. sur PlayStation 2. Il s'agit d'un jeu mêlant Musou, Panzer Dragoon-like et RPG à la sauce Dark Fantasy. À ce jour, 3 jeux sont sortis, chacun arpentant à sa manière certains aspects du gameplay ou de l'ambiance à sa sauce. Le réalisateur du premier et troisième opus est Yoko Taro, créatif de talent à qui on doit le spin-off prenant place après la dernière fin de Drakengard, la saga Nier. Aujourd'hui, la saga Drakengard jouit d'un succès d'estime important, pour son ton mature, ses expérimentations de gameplay et ses facéties et autres délires venant tout droit de Yoko Taro. Si le premier opus est parfaitement sombre, ayant comme équipe de protagonistes entre autres un pédophile, une femme mangeuse de bébés et une amoureuse de l'inceste, le troisième opus est beaucoup plus déluré, enchaînant les blagues sexuelles et pipi caca comme si sa vie en dépendait. Ce sont des bijoux du jeu vidéo, arrivant sans aucun effort à nous faire ressentir des émotions inédites dans le médium. Des classiques à n'en pas douter qu'il faut avoir fait au moins une fois pour se rendre compte du fossé qui sépare les créatifs des génies. You're the winner. Congratulations on your bronze medal. Considérée comme la pire OST de jeux vidéo jamais faite de par son approche techno-orchestrale, elle n'a pas été bien reçue par le public et la presse spécialisée. What is this? This thing? What can we do? Leave me alone! Certains qualifient la bande-son comme du troll de la part de Sano Denji. Dès la version prototype du jeu, Sano ressentait la répétition du massacre et de la folie. Le producteur de l'époque voulait partir sur une orientation métal de la bande-son, même si ça semblait cohérent. Sano nous raconte que le film L'Exorciste ressortait au cinéma. Il va voir le film et le morceau Fantasia for Strings se lance à la fin. Ça l'a bouleversé. Il s'est dit « c'est exactement Dragon Dragoon ». Sano voulait travailler sur un concept musical s'inspirant des Chemical Brothers, qui utilisait parfois des samples de guitare assemblés sur un fond de techno house. Pour lui, le métal a une esthétique très codifiée, et pour Sano, quelque chose de codifié, ce n'est pas vraiment la transcription de la folie. Ces deux idées se sont alors rejointes, découper, sembler, déformer des morceaux orchestraux pour recréer cette sensation proche de Fantasia for Strings. C'est de là qu'est née l'approche musicale de Dragon Dragoon. Pour lui, l'OST de Drakengard n'est qu'un travail introspectif. Je ne qualifierais pas la bande-son de Drakengard 1 comme du troll, même si beaucoup de morceaux de la tracklist sont inaccessibles à l'écoute, ça reste tout de même une approche très intéressante du médium, surtout pour un jeu décrit comme Bizarro sur PS2 en 2003. Pour moi, ça reste totalement cohérent avec les propos du jeu. Certes, certaines musiques sont écoutables en stand-alone, mais pour le coup, l'OST et le jeu sont intimement liés, pas l'un sans l'autre. Sano Denji aime expérimenter, tester et bidouiller, ce qui fait son sel, que ce soit dans ses sons ou même dans la création de logiciels. Enfin, j'y viens, on va parler de la collaboration entre Sano Denji et Korg. Finally what a ride pour parler de Korg DS10. Dans un bar, 2 personnes étaient assises autour d'une table, verre à la main. L'un d'eux était soucieux. La boîte m'a commandé un jeu musical sur Nintendo DS, dans l'esprit de Beatmania. Mais, oh Camilla, tu sais très bien que je suis mauvais en jeu de rythme, et j'ai aucune idée de quoi faire. Ce projet là, il m'enchante pas vraiment. Quelques verres plus tard, les 2 protagonistes cherchèrent des idées, mais la conversation dévia très rapidement. J'y pense, mais s'il y avait un synthétiseur sur DS, on l'achèterait, non? Je trouve même que le form factor de la DS ressemble à un Korg MS-10. Alors, c'est marrant que tu dises ça, mais j'ai échangé il y a longtemps une carte de visite avec Korg. Foutu pour foutu, on peut toujours tenter. Et pourquoi Korg précisément et pas une autre boîte japonaise? Cette histoire n'est qu'un enchaînement d'événements parfaitement orchestrés. Sano était un salon consacré au middleware de développement pour la PlayStation dans les années fin 90. À l'époque, Korg y tenait un stand. Sano Denji avait déjà un affect pour cette marque, puisque le Korg MS-10 était son premier synthétiseur.
Il explique qu'il a échangé des cartes de visite avec eux, un peu comme un admirateur. Des années plus tard, on revient aux prémices du projet Korg DS10, où il envoie un mail à son contact de chez Korg, en étant très nerveux. Il se répétait sans cesse que la réponse de Korg serait un non catégorique, avec des phrases dans le style Un synthé sur Nintendo DS? Et puis quoi encore? C'est n'importe quoi! Mais la grande surprise, moins de 30 minutes plus tard, il reçut une réponse disant Oh justement, nous parlions en interne de ce que nous pourrions faire sur Nintendo DS. Travaillons ensemble! Coup de poker, les astres s'alignent, ça nous soulageait de ne pas faire un jeu de rythme à la Beatmania. On peut dire qu'on rentre dans une nouvelle façon de faire du jeu vidéo et de la musique. Mais comment ça se présente? Comment ça marche concrètement? Est-ce que c'est simple à utiliser? Si vous avez été attentif, le Korg DS10 est une reproduction du synthétiseur analogique mythique des années fin 70. Mais au lieu de tourner des boutons sur une vraie machine, ici tout se fait avec le stylet et les deux écrans de la DS qu'on peut interchanger avec la croix directionnelle. Sur l'écran du bas, on interagit directement avec l'instrument, on règle les oscillateurs, les filtres, le séquenceur ou encore le Chaos Pad. Chaque paramètre peut être modifié en temps réel. L'écran du haut sert de vue complémentaire. Selon le mode utilisé, il peut afficher la séquence en cours, une vue d'ensemble du morceau, le tempo, ou d'autres informations utiles pendant qu'on édite le son sur l'écran tactile. Et surtout, l'interface n'est pas figée. On peut changer ce qui s'affiche sur chaque écran en fonction de ce que l'on est en train de faire. Le Korg DS10 adapte l'affichage pour privilégier le confort et la lisibilité, plutôt que d'imposer une séparation stricte. La musique se construit pas à pas. On place des notes sur une grille, on ajuste leur durée, leur hauteur, et on fait évoluer le son en jouant sur les paramètres. Autre point, Korg DS intègre des démos jouables, chacune basée sur un morceau déjà composé. L'idée n'est pas juste d'écouter une musique finie, mais de mettre les mains dans le cambouis. On peut lancer le morceau, puis modifier les paramètres en temps réel, changer un filtre, toucher à l'enveloppe, mais c'est une excellente porte d'entrée pour bidouiller et pour comprendre comment naît un son. Pour accompagner la sortie du Korg DS10 en 2008 au Japon, un projet parallèle voit le jour, le Korg DS Trio. Il s'agit d'un groupe composé de Sano Denji, Michio Okamiya et Yasunori Mitsuda, connu pour être le compositeur de Chrono Trigger, Xenogears et dernièrement pour Xenoblade Chronicles 3, tous impliqués dans le développement du logiciel. L'objectif du groupe était à la fois de se taper une barre, mais aussi de montrer concrètement ce que le Korg DS10 permet de faire, en composant en live des morceaux sur Nintendo DS. Ils ont aussi fait quelques représentations, notamment au Love Plus One à Tokyo, en refaisant un morceau de Perfume. Plutôt que de faire une démarche marketing classique, Korg DS Trio fonctionne comme une démonstration par la pratique, une approche cohérente avec l'esprit du projet, un outil conçu par des musiciens, joué par ceux qui l'ont créé. Là vous vous dites, non mais c'était l'époque des tests, des trucs, ça pourrait pas exister aujourd'hui, les marques elles veulent des projets sérieux et surtout qu'ils se vendent le capitalisme quoi. Eh bah non, le Korg DS10 a eu une suite, le Korg DS10+, sorti sur Nintendo DSi, et plus tard en 2013 le Korg M01D sur Nintendo 3DS, basé sur le Korg M1, une des workstations la plus iconique de la gamme Korg. Et encore, c'était il y a 10 ans ces histoires, mais figurez-vous que Sano n'a pas lâché cette affaire. Alors, la première version de Korg Gadget est sortie sur iOS en 2014, qui pose les bases. Il a été porté sur Nintendo Switch en avril 2018, puis une adaptation en VR en 2023, et enfin une version PlayStation 5 sortie en 2025. C'est un DAO, contraction de Digital Audio Workstation, qui retrace l'histoire de Korg à travers ses machines les plus iconiques. Les workstations, ces claviers tout en main, pensés pour composer un morceau du début à la fin, comme le M1, mais aussi des synthés plus bruts et analogiques comme le MS-10, et oui, encore lui. On y trouve également des instruments basés sur des technologies plus numériques, des sons générés par ordinateur, parfois très clairs et métalliques, certains construits à partir d'échantillons, un peu comme des banques de sons. Des techniques très marquées par les années 80 et largement utilisées dans la musique de jeux vidéo. Vous commencez à comprendre ? On retrouve également des gadgets entièrement dédiés au rythme et aux percussions, proches de ce que l'on trouve dans les boîtes à rythme classiques. C'est un soft très populaire chez les musiciens électro de la scène indé. Étant très complet, certains l'utilisent comme unique outil de composition. Et si Korg Gadget montre déjà tout ce qu'on peut faire sur des consoles et tablettes, l'histoire est loin d'être terminée. Peut-être que des discussions entre Korg et la société Detune pour un nouveau projet sont en cours, afin de proposer une nouvelle expérience et d'explorer de nouvelles façons de créer des sons, qui sait ?
On ne sait pas encore exactement ce que ça donnera, mais ça illustre que les possibilités créatives sur ces outils sont loin d'être épuisées. Et c'est justement ce lien entre jeux, consoles et logiciels qui nous permet de regarder plus loin. D'autres expériences ont montré qu'il était possible de créer de manière ludique ou innovante sur des consoles, sans être trop perdu. Depuis les années 90, plusieurs logiciels ont expérimenté l'idée de faire de la musique sur console. On peut penser à Mario Paint sur Super Nintendo, qui a initié une génération d'enfants à la composition musicale avec des sons simples. Quelques années plus tard, avec Music 2000, sorti sur PlayStation, offrant une véritable boîte à outils pour composer, ce logiciel a même vu certains producteurs connus comme Lone débuter leurs premières expérimentations musicales. Puis venu Biterator sur PSP, développé par Rockstar, qui permet de composer en assemblant boucles, samples et effets directement sur la console, des outils qui ouvrent la voie à la création musicale sur console et qui continuent d'inspirer des générations de compositeurs. En regardant ces logiciels dans leur ensemble, de Mario Paint à Core Gadget, on réalise que c'est un véritable champ d'expérimentation, où chaque outil peut devenir une porte d'entrée vers des idées, un hobby, ou même avec un peu de déter, une carrière. C'est un terrain qui reste vivant, en constante évolution, et qui montre que la musique n'a jamais été limitée par le matériel que l'on utilise. Juste une idée, une mélodie qu'on peut sortir de notre tête, sans être tétanisé à l'idée de ne pas réussir à la concrétiser. En gros, on s'en fout, faites des trucs, on est là pour vibrer, quoi. Abonne-toi à Ludokino, et mets un like aussi, et commente aussi. Merci à Sanu Denji de m'avoir accordé une interview. Franchement, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Et nous, on se dit à la prochaine.